Bonjour à toutes et à tous, bonne journée Christophe. Bienvenue au bar de l'économie pour une heure de bonne humeur et d'information avec Francky à la technique et Paul, notre co-animateur de la semaine. Nos invités sont des passionnés, ils ont de l'esprit et du cœur. Suivez-les en direct en vidéo via Facebook, page IDFM ou sur la FM 98.0 et par internet en web radio sur idfm98.fr. Alors, l'Institut de recherche internationale et stratégique, le think tank de la réflexion sur la géopolitique dans le monde, mais également un institut d'enseignement supérieur, piloté par Pascal Boniface, organise ce samedi 10 février un colloque sur le thème de « L'Europe nous protège-t-elle ?» Il s'agit de la 10e édition. 3 tables rondes vont être abordées. Quelle menace, quelle défense ? L'Europe peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours ? Y a-t-il des valeurs européennes ? 3 thèmes passionnants, venez nombreux, mais attention, inscription obligatoire sur le site de l'IRIS. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui cette émission spéciale sur le thème de l'Europe. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Mangenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, responsable du Master Union européenne et mondialisation, membre du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, le labo TOP-T, et vice-président de l'Association française de sciences politiques. Donc avec vous, on va se poser beaucoup de questions et notamment, on va aborder le thème des valeurs en Europe. Vers 9h30, bien sûr, les infos de Paul, un secret de cuisine donné par Bruno, aujourd'hui c'est jeudi, et la start-up du jour, c'est Piplet. Mais tout de suite, je vous propose une petite pépite musicale pour se mettre en forme pour la journée. Donc là, c'est la pépite. Voilà. Et après, une fois la pépite terminée, je reprends et je représente le colloque. Donc, Francky, c'est quand vous voulez. C'est bon. Le colloque, donc, l'Europe nous protège-t-elle, samedi 10 février, 9h30, 16h, des invités prestigieux, entre autres, Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, on appelle ça l'ANSSI, Alain Richard, ancien ministre sénateur du Val d'Oise, Loïc Bardon, cofondateur de Paris Singularity, un autre think tank sur la 4e révolution industrielle, Agathe Cagé, docteur en sciences politiques, Jean-Gabriel Ganassia, expert en intelligence artificielle, et puis bien sûr Gaël Sliman, président cofondateur d'Odoxa, mais aussi Stéphanie Vonneux, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, et vous, bien sûr, Michel Mangenot, vous serez tous ce samedi 10 à Enghien pour ce thème « L'Europe nous protège-t-elle ?» Alors, on a évoqué peut-être quelques mots sur les 3 tables rondes. Michel Mangenot, quelle menace, quelle défense ? Oui, alors le thème global de cette 10e édition des Entretiens européens d'Enghien, donc co-organisé par l'IRIS et la ville d'Enghien-les-Bains, a choisi ce thème particulièrement d'actualité du fait du discours nouveau du président de la République Emmanuel Macron portant sur l'Europe et les nouvelles protections dans tous les sens du terme. Et donc la première de ces tables rondes porte sur la question des menaces et la question de la défense, qui présente effectivement une actualité particulière du fait des progrès récents en matière d'intégration militaire, mais également du point de vue du Brexit, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, puisque le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2009 devrait permettre une avancée significative en matière d'intégration militaire. J'aimerais simplement rajouter également, dans les intervenants que vous avez cités, les 10e entretiens d'Enghien s'ouvriront par un grand témoin qui a joué un rôle important sur la scène internationale, puisqu'il s'agit d'Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, mais également il a exercé la fonction d'envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Donc il a une vision extrêmement large de ce que l'Union européenne a pu faire, n'a pas réussi en l'occurrence ici, mais aucune diplomatie occidentale n'a réussi à faire avancer le conflit israélo-palestinien, et Ángel Moratinos ouvrira par une allocation d'ouverture ces 10e entretiens d'Enghien samedi matin
à Anguin-les-Bains. Exactement, et puis également, là, il faut signaler la présence de Philippe Sueur qui introduira absolument et qui accueillera tous les invités. Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et vice-président du conseil départemental. Alors, Michel Mangenot, la deuxième table ronde, c'est l'Europe peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours? Voilà, donc ça c'est une problématique assez nouvelle que l'Union européenne essaye de développer, de penser. Et de ce point de vue-là, les réflexions portent sur la question de la création d'un marché intérieur numérique. En gros, qu'est-ce qui se passe? On constate que d'un point de vue numérique, les États membres, donc aujourd'hui 28 États membres de l'Union européenne, ont chacun des législations différentes en matière numérique. Et donc un des projets portés par la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker à Bruxelles, c'est de faire en sorte de favoriser les échanges numériques, sachant que naturellement les échanges se sont développés au niveau des personnes, des marchandises, des biens, des services, mais pas encore au niveau des données. Et cette table ronde portera sur tous les enjeux qui portent sur la question des données, des big data comme on les appelle, évidemment également de la question de la cybersécurité, comment faire en sorte d'intégrer davantage l'Europe sur une question sur laquelle elle a pour l'instant sur laquelle elle s'est peu développée. Donc vous voyez des tables rondes très intéressantes, donc surtout inscrivez-vous bien sur le site de l'IRIS pour pouvoir y participer. Alors la troisième table ronde et notre thème du jour, c'est y a-t-il des valeurs européennes? La première question que j'avais envie de vous poser, Michel Mangenot, c'est deux questions en fait. Qu'est-ce qui est novateur dans la démarche de notre président? Qu'est-ce qu'on appelle la protection en général? Et puis troisième question, pourquoi l'Europe, pourquoi est-elle si loin de nous finalement? Les Français ne se sentent pas si proches que ça de l'Europe. Alors, effectivement, samedi à 14h15, la table ronde Y a-t-il des valeurs européennes qui sera co-organisée par Pascal Boniface. On peut citer également la présence d'Alex Taylor, qui est un journaliste dont la trajectoire est particulièrement intéressante, puisque c'est un Britannique qui a fait l'essentiel de sa carrière en France, et donc par rapport à la perspective du Brexit, son intervention sera tout à fait intéressante. Alors, la première question que vous posez, c'est la question de savoir pourquoi l'Europe est si loin des citoyens. Alors, en tant que spécialiste de sciences politiques, c'est une question qui évidemment nous occupe depuis des années. Pour essayer de savoir, c'est ce qu'on appelle la question des perceptions de l'Europe. Et effectivement, ce que l'on constate, c'est de façon assez différentielle selon les États membres, mais parlons ici de la France, une perception plutôt lointaine, plutôt marquée teintée d'une certaine forme d'indifférence. Ce qui frappe l'analyse, c'est que on a plutôt abandonné un clivage qui était le clivage pour ou contre l'Europe. Pendant longtemps, vous vous souvenez, en 92, au moment du premier référendum sur le traité de Maastricht, et le petit succès en faveur du traité de Maastricht et donc la monnaie unique, le 20 septembre 1992, puis ensuite le référendum de 2005 sur le projet de traité constitutionnel qui s'est tranché par un non assez retentissant. 55% des Français ont rejeté ce projet de traité constitutionnel. Ça a été suivi ensuite d'un échec identique aux Pays-Bas et ça a provoqué l'abandon de ce projet constitutionnel. Donc on constate globalement plutôt la fin des grandes oppositions pour ou contre l'Europe qui avaient dominé les débats pendant près de 50 ans, plutôt pour une forme d'indifférence. Alors c'est assez paradoxal, car on va essayer de le voir également samedi dans ces entretiens européens d'Anguin, c'est que l'Europe agit de façon assez importante et elle agit sur des terrains, comme on l'a dit, assez nouveaux. La défense, la question numérique et également la question des valeurs. Et donc, la question des valeurs qu'on posera samedi après-midi se pose d'une façon assez nouvelle par rapport à certains États membres qui aujourd'hui ne semblent plus partager ces valeurs européennes. Et on peut citer évidemment aujourd'hui le cas de la situation en Pologne, où le gouvernement actuel, en particulier dans sa réforme sur la justice, semble ne plus partager les valeurs qui étaient inscrites dans le traité de Lisbonne. Je les rappellerai simplement: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie,
l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant aux minorités. Et donc il y a beaucoup de débats pour savoir si aujourd'hui, dans certains États membres ne partageraient plus complètement ces valeurs. Merci Michel Mangenot. On va tout de suite faire une petite pause et on revient tout de suite pour parler de l'Europe et notamment des valeurs en Europe. Voilà, je propose qu'on reprenne toujours sur ce sentiment d'appartenance. Et j'avais envie de vous poser la question sur la langue et le financement. D'accord. Ça vous convient? Okay. Alors, c'est deux questions un peu différentes. On les mélange ou... Oui. Non, vous allez les traiter séparément, mais moi, je vais vous poser la question d'un coup pour ne pas vous interrompre tout le temps. D'accord. Hein, c'est plus simple. Donc là, une petite pause musicale. On reprend quand vous voulez, Francky. C'est bon. Nous voici de retour avec Michel Mangenot pour parler de l'Europe. Aujourd'hui, c'est notre thème du fait du colloque qui arrive ce samedi à Enghien-les-Bains. L'Europe nous protège-t-elle? Alors, Michel Mangenot, on se posait la question de ce sentiment d'appartenance qui ne semble plus être à l'unisson en Europe, notamment par certaines volontés politiques, vous l'avez dit, de la Pologne. Mais est-ce que ça n'est pas peut-être la faute des différents pays européens de ne pas avoir mis en place une langue commune et de ne pas avoir traité le sujet du financement? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la question du sentiment d'appartenance est effectivement, comme je l'ai dit précédemment, assez complexe. Elle est variable selon les États, mais également, elle est variable dans le temps. Mais je voulais simplement rajouter un élément sur le fait que ce sentiment d'appartenance semble traverser une phase, on va dire, critique ou une crise, comme certains l'appellent. Mais en même temps, il faut aussi, d'un certain point de vue, la relativiser dans le sens où ce que les études nous montrent ou ce que les analyses nous montrent, c'est que quand des citoyens européens qui sont titulaires d'une nationalité d'un État membre, puisque depuis le traité de Maastricht, il y a une citoyenneté européenne, donc depuis 1993, sont à l'extérieur de l'Union européenne, donc dans ce qu'on appelle un État tiers, quelle que soit la partie du monde. Ce qui est frappant de voir, c'est que beaucoup qui sont dans un État tiers, ils ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si on se sentirait moins européen quand on est à Paris ou à Lille, mais quand on voyage, quand on est dans un pays tiers, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, ou plus exactement le sentiment de se sentir européen, semble beaucoup plus prégnant. Donc ça, c'est un élément que je voulais rajouter. Alors la question que vous posez, c'est la question de la langue. La question de la langue est une des questions majeures de l'intégration européenne parce que l'Union européenne, dès l'origine, n'a pas fait le choix d'une langue. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que le modèle de l'Union européenne, c'est un modèle plurilinguiste. Ça veut dire que aujourd'hui, dans les 28 États membres de l'Union européenne, donc dans l'Union européenne, telle qu'elle se fait, à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg ou dans les capitales, elle se fait à travers 24 langues officielles. Voilà. Ça veut dire que l'Union européenne n'a pas fait le choix d'un modèle linguistique. On peut citer en comparaison une autre institution européenne, qui est une institution européenne qui a un rôle important en matière de droits de l'homme. Je pense au Conseil de l'Europe, qu'on appelle souvent l'Europe de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, qui rassemble la Turquie et la Russie, donc c'est une Europe beaucoup plus large, près de 50 États. Ce Conseil de l'Europe, créé à Strasbourg en 1949, a choisi deux langues, l'anglais et le français. Bon. L'Union européenne n'a jamais fait ce choix pour des raisons d'identité nationale, c'est-à-dire qu'en fait, quelle langue pourrait-on choisir parmi les grandes langues qui étaient à l'origine le français et l'allemand, puis évidemment l'anglais à partir de l'adhésion du Royaume-Uni en 1973. Donc, de ce non-choix, s'est développé un modèle plurilinguiste. Et la question que vous posez, c'est de savoir est-ce qu'il serait possible d'avoir une langue? Alors, certains fédéralistes avaient proposé que l'Union européenne se dote d'une langue officielle qui pourrait être la langue mondiale qui était par exemple l'espéranto.
le choix d'une des langues d'un État membre de l'Union européenne pose problème, parce qu'évidemment la question se poserait de la part des autres États membres, à savoir pourquoi leur langue n'a pas été choisie. De facto, on peut dire qu'aujourd'hui, la langue quasi officielle de l'Union européenne est devenue progressivement, sans qu'aucune décision politique ne soit prise, l'anglais. Voilà. Et donc la question se pose de l'avenir de cette langue avec le départ du Royaume-Uni en 2019 de l'Union européenne. Donc toute la question reste posée. Alors côté financement, financier, donc il n'y a pas non plus d'harmonisation de ce côté. Alors, du point de vue financier, les choses ont toujours été relativement modestes, c'est-à-dire que l'Union européenne dispose d'un budget propre, alimenté par des contributions nationales des États membres, qui font l'objet de beaucoup de débats, dans le cadre du Brexit par exemple. Combien le Royaume-Uni doit-il payer au budget européen et jusque quand ? À part ces contributions nationales, qui sont déterminées effectivement en fonction de la démographie et de la puissance économique de chacun des États membres, l'Union européenne dispose de peu de ce qu'on appelle de ressources propres, c'est-à-dire de ressources sur lesquelles elle peut décider librement de leur affectation. Enfin ça se fait dans le cadre d'une négociation évidemment, mais c'est ce qu'on appelle la question des ressources propres. Et pour l'instant, il n'y a quasiment qu'une seule ressource propre, c'est les droits de douane qui sont perçus. Bon. La question que vous posez, c'est de savoir est-ce qu'il faudrait, pour développer un sentiment d'appartenance plus important à l'Europe, ce que certains favorables à l'intégration européenne voudraient développer, c'est-à-dire des formes ou créer une forme d'impôt européen, une contribution européenne. Et certains hommes politiques européens ont proposé, par exemple, que la taxe sur les transactions financières, qui est en débat depuis très longtemps, celle qu'on a appelée la taxe Tobin depuis maintenant près de 20 ans, pourrait être affectée à renforcer le budget européen, qui est très faible du point de vue des budgets des États membres et du produit national, produit intérieur brut de l'Union européenne, parce que les États membres ne veulent pas créer une contribution financière trop importante, et donc c'est la raison pour laquelle certains voudraient développer ou affecter cette nouvelle taxe à l'Europe. Mais du coup, on comprend beaucoup mieux que certains se posent la question, alors l'Europe, c'est une utopie ou une réalité ? Voilà, donc la question de Europe utopie ou réalité, c'est une question qui est dès l'origine, c'est-à-dire est-ce que finalement, qu'est-ce qui a été créé au niveau européen ? Alors ce qu'il faut dire pour répondre à votre question, c'est réalité, il y a des signes très tangibles de réalité. L'Europe traverse une bonne partie de notre vie quotidienne. Par exemple, nous, par rapport à un public qui sera, je l'espère, assez nombreux samedi aux entretiens européens d'Anguin, nos étudiants, les étudiants de façon plus générale, les étudiants prennent conscience effectivement de l'Europe à partir du moment où ils utilisent un des droits que leur donne l'Union européenne, qui est le droit d'étudier en Europe de façon libre. Nous avons tous, depuis, grâce à l'Europe, la perspective de travailler librement en Europe. Voilà. Donc ça, ce sont des droits dont la particularité, et pour répondre à votre question, d'être réservé à ceux qui les utilisent. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas en dehors de votre État, si vous ne voyagez pas, même si beaucoup aujourd'hui voyagent et passent les frontières avec leur carte d'identité, n'ont plus besoin de demander de visa, tout le monde a fait, beaucoup de citoyens ont fait cette expérience, mais ceux qui ne le pratiquent pas, ceux qui ne sont pas mobiles, ceux qui sont sédentaires, ont moins de sentiment d'appartenance à l'Europe. Voilà. Même si elle irrigue une bonne partie de notre législation économique et sociale, elle permet un certain nombre de droits. On peut penser, par exemple, en matière de droits, en matière de consommateurs, une partie du droit des consommateurs provient de l'Union européenne, une partie du droit protégeant l'environnement provient de l'Union européenne. On peut citer également l'usage des téléphones portables, par exemple. C'est les institutions européennes qui ont réussi une grande bataille récente, qui est la fin du ruling, c'est-à-dire le fait que quand vous traversez la frontière quelle qu'elle soit, la frontière belge à Lille, la frontière allemande à Strasbourg, vous payez des droits qui étaient exorbitants quand vous traversez une frontière. Désormais, grâce à un travail très long, une négociation très longue, il n'y aura plus de possibilité pour les opérateurs de surfacturer l'usage ou la réception même d'un appel. Il suffisait d'envoyer ou de recevoir un SMS pour payer une contribution qui était absolument exorbitante, et l'Union européenne
légiférer en la matière pour interdire tout surcoût. Donc ça veut dire que là, vous avez un exemple concret, si vous partez en vacances, de transformation concrète et très matérielle de l'Europe. Oui, on voit très bien donc que c'est très long de monter une Europe unie, d'autant à 27 États membres. Alors vous avez parlé du Brexit, qui a été voté par les Anglais. Pourtant, on sent bien que beaucoup voudraient revenir en arrière. Pourquoi n'est-ce pas possible ? Alors, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est un engagement de campagne de l'ancien Premier ministre britannique, donc David Cameron. David Cameron s'était engagé à faire voter les Britanniques par référendum. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que le référendum au Royaume-Uni est quelque chose de très rare, d'exceptionnel. Il n'y a pas eu d'autres référendums au Royaume-Uni, à part le premier en 1975, qui portait déjà d'ailleurs sur le maintien du Royaume-Uni dans ce qu'était à l'époque la communauté européenne. En 1975, les Britanniques avaient répondu majoritairement à 2/3, 67%, qu'ils souhaitaient rester dans ce qu'était à l'époque la communauté européenne. En juin 2016, le référendum, après une campagne particulièrement compliquée pour le gouvernement, a abouti à un résultat inverse, puisqu'une majorité de Britanniques ont souhaité quitter l'Union européenne. Alors pourquoi il est difficile de quitter l'Union européenne ? Parce que le Royaume-Uni, tout d'abord, a mis du temps avant de déposer à Bruxelles sa demande de retrait de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au traité de Lisbonne, c'est-à-dire il y a 10 ans, en 2007, il n'était pas prévu juridiquement qu'un État puisse quitter l'Union européenne. Donc, on avait un processus qui, en quelque sorte, était perçu comme irréversible. Le traité de Lisbonne a été sage et a prévu un dispositif permettant le retrait d'un État membre volontaire, négocié juridiquement. C'est ce qu'on appelle l'article 50 du traité de Lisbonne, et cet article prévoit qu'un État membre peut demander officiellement d'activer cet article, et cet article prévoit un cadre de négociation qui doit au maximum durer 2 ans. Le Royaume-Uni, via sa Premier ministre Theresa May, qui a donc remplacé David Cameron, qui a démissionné suite au rejet par les Britanniques du référendum qui leur était proposé, a activé cet article fin mars 2017. Donc ça veut dire que l'on peut dire avec certitude, d'un point de vue institutionnel et juridique, que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne sera plus un État membre de l'Union européenne. C'est un processus qui, en quelque sorte, est devenu lui-même irréversible à partir du moment où le Royaume-Uni a décidé d'activer cet article. La question que vous posez, c'était si le Royaume-Uni et Theresa May a hésité, donc entre juin 2016 et fin mars 2017, c'est qu'il aurait pu ne pas tenir compte du référendum, ce qui posait des problèmes non pas juridiques et institutionnels, mais des problèmes politiques, car du coup le débat était de savoir si le gouvernement britannique ne trahissait pas le peuple britannique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, ce qui incarne la souveraineté, c'est le Parlement. Le Parlement britannique, Westminster, a voté la demande de retrait. Donc à partir de ce moment-là, Theresa May a pu politiquement engager la demande, le 29 mars 2017, de dépôt d'une demande de retrait volontaire de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine négociation pour savoir comment, par quel processus, l'Union européenne passera de 28 à 27 États membres, et surtout, dans les mois qui viennent, quelle sera la nouvelle relation qui unira le Royaume-Uni à l'Union européenne, à 27 États membres. Donc là, on est en pleine négociation, comme vous venez de nous le dire. Alors, certains économistes, on a bien vu que cette décision de Brexit avait affecté l'économie, mais certains économistes ont l'air de dire que finalement, c'est en train de retomber, et pas tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les conséquences économiques du Brexit sont une question extrêmement discutée. Pourquoi ? Parce que les tenants du Brexit, dans la campagne que j'ai indiquée précédemment, ont mis en avant que l'économie britannique pouvait désormais se passer des règles du marché intérieur, c'est-à-dire de l'Union européenne. Bon. Le slogan des Brexiteurs, comme on les appelait, des partisans du Brexit, c'était de dire que le Royaume-Uni est suffisamment fort d'un point de vue économique pour être dans la mondialisation. Et le slogan
de Theresa May, c'est Global Britain, c'est-à-dire le fait que le Royaume-Uni serait dans l'économie globale. Alors cette question est très complexe parce que ce que l'on constate, c'est effectivement pour l'instant, le Brexit n'a pas provoqué un grand ralentissement, ce qui est normal, puisque le Brexit n'a pas lieu. Le Brexit n'aura lieu, je l'ai dit précédemment, qu'en mars 2019. Et on peut même penser que les premiers effets économiques du Brexit commenceront à se faire sentir, qu'à partir du moment de la fin de la période transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement est très inquiet sur les scénarios de sortie et négocie une période transitoire qui pourrait aller jusqu'à 2020, voire 2021. Et donc, ça veut dire qu'on pourra répondre à votre question sur les effets économiques qu'en 2021, voire en 2022. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que le Royaume-Uni a construit des scénarios. Il a 3 scénarios possibles, et les 3 scénarios possibles qui ont été dévoilés récemment par la presse britannique montrent qu'aucun de ces 3 scénarios, même le plus favorable du point de vue des intérêts britanniques, n'est favorable d'un point de vue économique au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il y aura nécessairement, dans les 3 scénarios invoqués par les experts britanniques eux-mêmes, un effet négatif sur la croissance, même si le scénario le plus favorable aux intérêts britanniques est retenu dans les négociations, qui dépendra évidemment de l'attitude de tous les États membres, y compris des États membres les plus puissants, c'est-à-dire aujourd'hui la France d'Emmanuel Macron et sans doute dans les mois qui viennent l'Allemagne avec la nouvelle coalition qui est en cours de constitution en Allemagne. Merci Michel Mangenot, on comprend mieux pourquoi Theresa May cherche à faire durer cette période transitoire le plus longtemps possible. Alors je propose une pause, mais cette fois une pause info avec Paul pour les infos du jour. Alors Paul, le Royaume-Uni cherche justement à maintenir l'union douanière avec l'Europe. On venait d'en parler. Alors en effet, la première ministre britannique Theresa May a toujours dit que pour se reprendre en main, le Royaume-Uni devrait sortir de l'union douanière de l'Union européenne. Mais sous la pression des chefs d'entreprise et pour améliorer l'écoulement des produits britanniques vers les autres pays européens, sans payer de droits de douane, elle songe à signer des accords d'union douanière. Si l'Union européenne accepte cet accord, il faudra encore définir les modalités de celui-ci. Un round de négociation a lieu jusqu'à vendredi à Bruxelles. Trump critique l'Union européenne. Et oui, la semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un entretien à la chaîne de télévision britannique ITV que l'Union européenne traitait les États-Unis de manière très injuste dans leurs relations commerciales. Il l'a menacé à demi-mot de représailles. La Commission européenne lui a rétorqué que la politique commerciale n'était pas un jeu avec des gagnants et des perdants. Les difficultés de recrutement en Europe. Alors en 2008, le taux de chômage de la zone euro était au plus haut, mais la situation semble s'améliorer. D'après les chiffres de 2017, le taux de chômage de la zone euro a été ramené à 8,7%, chiffre le plus bas depuis 9 ans. Le taux de demandeurs d'emploi est de 9,1% en moyenne, mais les chiffres sont contrastés d'un pays à l'autre. L'Allemagne ainsi que les Pays-Bas frôlent le plein emploi, avec un taux de 3,6% ou de 4,4%, tandis que la Grèce est à 20,7%. Le taux de demandeurs d'emploi en France est de 9,2%. Merci beaucoup Paul. On refait tout de suite une très courte pause musicale et on revient tout de suite avec vous pour parler de l'Europe et avec Michel Mangenot. Donc là, vous n'aurez pas beaucoup de temps, je pense, Francky. Alors je propose, Michel, alors, soit on reparle des valeurs européennes, soit on aborde vos livres. Ça dépend du temps, je ne sais pas ce qui est... Je ne sais pas où on en est. On est à 23 minutes d'enregistrement sans les pauses. Donc 23, 25, 26, 27, 28, on a fait une demi-heure, quoi. Et vous avez combien de temps sans les pauses? Là, on vient de faire 23 minutes. Oui, mais vous avez ensuite combien de temps? On a 1 heure d'antenne, nous. Mais 55 minutes. On a 55 minutes, mais j'ai le... Comment ça s'appelle? J'ai la start-up, ça dure 7 minutes. Là, 2 minutes pour Bruno, ça fait 10 minutes, quoi, en gros. Une petite pause musicale. Donc, vous nous avez dit, on a une demi-heure. On a encore, allez, on va dire 12-13 minutes. On a encore un bon quart d'heure. Hein. Bon, bah alors on peut reprendre un peu sur les valeurs, si vous voulez. Et puis enchaîner sur vos livres. Voilà, Ça vous convient? Ok.
je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être donner le nom du site, l'adresse exacte du site internet si les auditeurs veulent Je ne connais s'inscrire. pas. C'est ça le problème. Ouais, Iris, on tape Iris sur D'accord. Internet, Bon. tout le monde trouve. Je on crois que tombe c'est directement iris.org, mais dessus. Je crois, oui, mais j'en suis pas sûr. bon. Je peux vérifier tout de suite ou ça vous semble pas utile? Si, vérifie. Oui, je vais vérifier. Parce que je sais que ça peut être un frein à la participation. Oui, en tout cas, moi, oui, bien sûr, allez-y. Moi, effectivement, je pense qu'il faut reparler des valeurs, D'accord. reciter les valeurs. Ouais, ouais. Ah oui, tout à fait. Et pourquoi à certains pays parce qu'il y a quand même une dichotomie entre la volonté du peuple et la volonté du pouvoir aussi. C'est pas parce que le pouvoir polonais, Absolument. c'est pareil que c'est la volonté du peuple. Hein. Absolument. Ça, c'est un point sur lequel je. Il faudrait quand même qu'on insiste là-dessus. Absolument. Parce que justement, c'est bien ce qu'on a vu, enfin il me semble, que c'est bien ce qu'on a vu avec les élections en France, hein, de l'année dernière, que le peuple veut quelque chose et le pouvoir n'avait pas voulu. Tout à fait. Hein, Et de ce point d'accord. de vue-là, les Polonais restent très très européens. C'est ce que je vais. Nous, on a montré qu'on était européens Ouais. lors de la présidentielle. Ça, on peut y revenir aussi si vous le souhaitez. Ouais. Parce que finalement, on n'a pas parlé de Macron. Non. Vous n'aviez pas une question? Si, mais vous m'avez pas répondu, donc j'ai pas reposé. Ah ben, il y en avait trois, alors. Oui. Mais je peux le redire Non, sur on va reparler de ça pour amener sur les valeurs, d'accord. On va reparler D'accord. de la Parce que je pense position que c'est d'Emmanuel peut-être Macron. intéressant, Oui. ouais. Alors, C'est bon? je regarde juste l'adresse, excusez-moi. On le dira en fin d'émission. D'accord. C'est iris-france.org. Voilà. Donc, quand je vous donnerai un mot pour conclure, vous D'accord. le donnerez à ce moment-là. D'accord, très bien. Voilà, Francky, on reprend quand vous voulez. On est prêts. nous. Nous voici de retour sur EDFM avec Michel Mangenot pour parler de l'Europe. Merci d'être avec nous, Michel Mangenot. Alors, on était en train de se poser la question des valeurs, nous parlions des valeurs, et justement, j'aimerais qu'on revienne sur la position d'Emmanuel Macron. Pouvez-vous l'expliquer? Alors, le positionnement d'Emmanuel Macron est très intéressant sur les questions européennes, puisque d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la dernière campagne présidentielle, donc de 2017 en France, on a eu une situation assez inédite du point de vue des questions européennes. C'est que pour la première fois depuis très longtemps, je ne vais pas remonter trop longtemps, mais on a un président qui effectivement s'est ouvertement affiché européen. On peut donner un exemple, c'est le premier président candidat devenu président qui, dans ses meetings, a fait distribuer par exemple des drapeaux européens, hein, donc les 12 étoiles jaunes sur fond bleu, drapeaux européens, qu'aucun candidat n'avait jusque-là utilisé dans ses meetings. Alors, de ce point de vue-là, il a un discours et une pratique de l'Europe qui innove à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il entend mettre dans le débat européen des questions qui jusque-là n'en faisaient plus partie. Il pose la question, par exemple, de la souveraineté. Est-ce que l'Europe diminue ou crée des nouvelles formes de souveraineté? Jusque-là, beaucoup d'hommes politiques français, indépendamment de leur orientation politique d'ailleurs, considéraient que l'Europe était une limitation de la souveraineté française et de ce point de vue-là était assez réservée sur ces questions-là. On pense à la position du général de Gaulle qui a toujours été celle-ci ou de ses successeurs. Mais Emmanuel Macron pose la question de la souveraineté en des termes nouveaux, puisque dans son grand discours qu'il a tenu d'abord à Athènes, puis devant le grand amphithéâtre de la Sorbonne au mois de septembre dernier, il parle de la souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, l'Europe permet de développer des nouvelles formes de souveraineté qui étaient en quelque sorte perdues au niveau national. Donc il inverse le débat. L'Europe n'est plus une limitation de la souveraineté des États membres, elle devient une façon d'acquérir de nouveaux domaines de souveraineté. Et j'ai parlé du numérique, c'est un exemple d'exercice d'un nouveau domaine de souveraineté, car il est évidemment impossible pour un État membre, même le plus puissant comme la France ou le Royaume-Uni, de continuer à exister sur, par exemple, la toile, donc sur Internet, de façon indépendante. Bon. Le deuxième thème qu'Emmanuel Macron remet à l'ordre du jour, c'est le terme des protections. Nous l'avons dit, l'Europe nous protège-t-elle? C'est le thème choisi des 10e entretiens
européen d'Anguin ce samedi. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a remis la question de la protection, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Europe doit non seulement davantage protéger les citoyens de l'Union européenne, donc c'est la question de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, donc dans le cadre de la crise migratoire, comment mieux protéger ce qu'on appelle les frontières extérieures de l'Union européenne. Il fait des propositions opérationnelles, de renforcer par exemple les moyens de l'Europe sur la question. Il est question donc aujourd'hui de créer un corps de garde-frontières, c'est-à-dire qu'il y aurait un corps de garde-frontières pour protéger ces frontières extérieures, orientales ou méditerranéennes, et la protection également d'un point de vue commercial. Comment faire en sorte que l'Europe défende davantage ses intérêts commerciaux face aux grandes puissances commerciales que sont évidemment les États-Unis, la Chine, d'être, selon une de ses expressions, un peu moins naïf en la matière. Et c'est une question très débattue à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de soutien. Emmanuel Macron est très bien perçu à Bruxelles ou dans beaucoup de capitales européennes, mais en même temps, certains États membres ne souhaiteraient pas qu'on fasse du protectionnisme européen, ce qui serait contraire aux règles de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, ces deux thèmes, protection, souveraineté, sont vraiment deux marqueurs nouveaux dans la pensée française. Et du coup, ces thèmes, on voit bien, commencent à se diffuser à l'échelle européenne et sont très débattus et seront très largement débattus lors des prochaines élections qui auront lieu en France et dans tous les États membres de l'Union européenne, sauf le Royaume-Uni. Ce seront les élections européennes qui se tiendront comme tous les 5 ans en juin 2019. Et il est fort à parier que ces thèmes protection, souveraineté, défense des intérêts européens, valeurs européennes, seront au cœur de la campagne des prochaines élections européennes qui auront lieu pour la première fois depuis 2004 dans une circonscription unique. Ça veut dire qu'en fait, les citoyens français voteront tous, je dis citoyens français, mais c'est également les citoyens européens qui, sous certaines conditions, peuvent voter aux élections européennes, qui résident en France, voteront dans le cadre d'une circonscription unique, c'est-à-dire que ce qui était organisé depuis 2004, de découper la France en grandes circonscriptions, a été abandonné par le gouvernement d'Édouard Philippe. Pourquoi ? Pour permettre, selon lui, un plus grand débat sur les questions européennes, c'est-à-dire qu'en fait, en juin 2019, vous allez avoir un débat entre toutes les formations politiques au niveau national. Il n'y aura plus une circonscription Grand Est, Île-de-France. Vous aurez un débat national avec éventuellement la possibilité, c'est une des dernières innovations proposées par Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui n'a jamais eu lieu depuis les premières élections européennes au suffrage universel, donc 1979, c'est que l'on puisse voter pour des listes transnationales. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, depuis 1979, je viens de le dire, nous votons pour des listes françaises en France, et ainsi de suite. Bon, quelques ressortissants européens, s'ils sont installés en France depuis longtemps, dont les Britanniques par exemple, peuvent voter, ne pourront plus voter, mais peuvent voter eux, pour ces élections en France. Mais donc la proposition d'Emmanuel Macron est portée par beaucoup de leaders européens. On peut citer ici Daniel Cohn-Bendit qui a défendu cette position depuis des années au Parlement européen. C'est de faire en sorte que les députés britanniques, qui sont aujourd'hui députés européens à Strasbourg, représentant le Royaume-Uni, ils sont un peu plus de 70, 73, vont disparaître en juin 2019, puisque évidemment les Britanniques ne vont pas voter pour de nouveaux députés. Donc les députés britanniques les députés européens de nationalité britannique vont abandonner leur fonction en juin 2019. Que faire de ces 73 sièges vacants ? Faut-il les répartir entre les 27 États restants en fonction des évolutions démographiques, par exemple renforcer le quota de députés français, parce que la France a une démographie forte, donc de ce point de vue-là, elle pourrait gagner quelques sièges de députés européens, ou comme le propose Emmanuel Macron, mais d'autres en Europe, développer des listes transnationales. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en France, en juin 2019, vous voteriez pour votre liste nationale, donc d'un parti politique national, mais également vous pourriez voter pour une liste transnationale avec des députés des 27 États membres. Et donc ça permettrait de relancer le débat européen. Et ça, c'est également une nouvelle importante dont on va voir
dans les semaines et les mois qui viennent, si elle va être retenue, la possibilité de voter pour des listes transnationales aux élections européennes de juin 2019. Voilà, donc une nouvelle approche d'Emmanuel Macron, et qui est en ce moment débattue à l'Europe. On aura la réponse d'ici 1 an ou 2 ans. Enfin, en 2019. Absolument. Même un petit peu avant, dans 1 an, pour préparer les prochaines élections européennes dont la campagne va commencer dès début 2019. Donc grâce à vous, Michel Mangenou, on a compris 2 nouvelles valeurs finalement européennes, c'est la protection et la sécurité, si je puis dire, qui sont dans le langage d'Emmanuel Macron, en plus des valeurs que vous avez citées tout à l'heure, mais alors par rapport notamment à la Pologne, mais là on peut voir aussi qu'il y a une différence entre la volonté d'un pouvoir et la volonté d'un peuple, parce que j'aimerais bien qu'on reparle des valeurs européennes et que vous les rappeliez, parce que c'est très important. On voit bien en tout cas que les Français sont attachés aux valeurs que vous avez citées tout à l'heure et que je veux bien que vous rappeliez. Absolument. L'Union européenne a toujours défendu des valeurs, en particulier la démocratie. Mais elle a estimé, en 2 étapes, qu'il fallait préciser ces valeurs. Et donc le traité de Lisbonne de 2007, entré en vigueur en 2009, précise, donc je les rappelle, le respect de la dignité humaine, c'est la première des valeurs européennes de l'Union européenne, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant aux minorités. Alors on peut même ajouter d'un point de vue juridique qu'il y a dans l'Union européenne ce qu'on appelle la charte des droits fondamentaux, qui depuis le traité de Lisbonne a une valeur juridique égale à celle d'un traité. Bon, ça c'est un débat strictement juridique assez technique, mais elle renforce le poids et le rôle de ces valeurs. Alors dans le cadre de la Pologne, en fait, historiquement, il y a eu plusieurs crises. La première crise est une crise autrichienne, c'est-à-dire que l'arrivée de l'extrême droite en Autriche, avant même le gouvernement actuel qui a pris ses fonctions en Autriche il y a quelques semaines, qui garde le cap européen, en tout cas le Premier ministre autrichien l'a rappelé quand il a été reçu par Emmanuel Macron. On peut d'ailleurs signaler que c'est le premier chef d'État en Europe que le chancelier autrichien a rencontré, avant même Angela Merkel. Et de ce point de vue-là, la crise... le traité de Lisbonne, à l'époque, n'existait pas pendant la crise autrichienne. Et donc, désormais, nous avons un dispositif, les Européens ont un dispositif sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc, le cas de la Pologne, c'est quoi? C'est un gouvernement qui a été élu sur une base très conservatrice, mais qui aujourd'hui essaye d'engager une réforme de la justice qui pose des problèmes à l'Europe parce qu'elle ne respecte pas les valeurs que j'ai indiquées, en particulier la garantie et la protection de l'état de droit. Donc, la question de savoir, c'est ce que l'Europe, que peut-elle faire? Et pour l'instant, elle a décidé d'utiliser ces nouveaux dispositifs, c'est-à-dire la Commission européenne a décidé de lancer, de menacer la Pologne d'une procédure de violation des valeurs de l'Union européenne à travers ce projet de loi sur la réforme judiciaire. D'abord, elle a essayé de chercher à l'amiable pour faire en sorte que le gouvernement modifie son projet, mais la Pologne n'en a pas tenu compte. Donc, il y a une procédure en cours pour violation des valeurs européennes qui pourrait donner lieu, dans un processus assez complexe, à la suppression des droits de vote de la Pologne au Conseil. C'était quelque chose qui inquiète beaucoup, effectivement, en Pologne. La question que vous posez est tout à fait pertinente, c'est de savoir, est-ce que ces valeurs, qui ne sont plus totalement ou véritablement européennes, ne sont-elles pas encore partagées par les citoyens polonais? Et ça, on peut le dire de façon assez claire. On a beaucoup d'échanges, y compris à l'université. On a accueilli récemment un collègue polonais qui nous le disait de façon extrêmement claire. Il considère, c'est un spécialiste de ces questions, que les valeurs européennes sont très largement partagées par le peuple polonais. C'est-à-dire qu'en fait, on a un très fort sentiment d'appartenance à l'Europe et à la défense de ses valeurs. Et donc là, on a vraiment une dualité entre une forme de révolution conservatrice faite par le gouvernement et la défense de ces valeurs faite par une majorité de citoyens polonais. Et donc, il faudra suivre dans les semaines et surtout dans les mois qui viennent si la procédure aboutit, qui pourrait conduire la Pologne à revenir sur ses propositions. Pour l'instant, le projet de loi a été voté par le Parlement, donc c'est quand même compliqué de ce point de vue-là. Mais surtout, est-ce que les valeurs européennes ne seront pas défendues largement lors des prochaines élections en Pologne
c'est-à-dire dans un peu plus de 2 ans. Est-ce que finalement le gouvernement actuel en Pologne ne sera pas tout simplement renversé par un nouveau, enfin non pas renversé, mais remplacé par un gouvernement démocratique issu des prochaines élections si les Polonais ne suivront pas leur gouvernement sur ces questions? Merci beaucoup Michel Mangenot. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale. Alors on en est où là, s'il vous plaît? 42 minutes d'enregistrement, donc il vous reste 10 minutes, enfin même pas, il y a 7 minutes pour la chronique. Mais sinon, on ne la passera pas, parce que là, on va parler des livres. On va tout de suite passer la parole à Bruno pour la pause. On va tout de suite, après la pause musicale, faire la pause du secret de cuisine. Et puis ensuite, on va conclure. Tant pis pour la start-up. On va conclure sur les livres, parce que c'est important de faire cette première émission sur l'Europe complète. Tant pis pour les start-up. On a largement le temps d'en passer vendredi pour notre émission suivante, donc c'est bon. Puis demain, donc ça va. La start-up, on la recule. Parce qu'on n'a plus beaucoup des start-up sous le coude, j'ai la pêche après. Voilà, alors après maintenant, ça va vous voulez aller boire un verre d'eau avant de reprendre ou c'est bon? Non, ça va. C'est bon? Très intéressant en tout cas. Donc Bruno, on te passe la parole tout de suite, après la pause. Allez, c'est toi qui C'est bon décides. Allons-y. On prend quand vous voulez, Francky. On y va. Mais, nous voici de retour sur IDFM. Nous sommes avec Michel Mangenot pour parler de l'Europe. Mais tout de suite, d'abord, avant de reprendre ce thème important de nos vies, d'ailleurs, de tous les jours, même si on ne s'en rend pas toujours compte tout de suite, je vous propose un secret de cuisine avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu le temps qu'il fait, le froid qui s'installe dans notre région. Alors de quoi a-t-on envie dans une période comme ça? De bons plats chauds, basiques, solides. Alors c'est vrai, je ne vais pas faire dans très original, on va se faire un bon pot-au-feu. Mais pas tout à fait n'importe lequel. Un pot-au-feu aux 3 viandes. Ce n'est pas le genre de plat qu'on fait pour 2, alors on va être généreux, on va le faire pour 6. Et s'il reste de la viande, vous pourrez parfaitement l'utiliser pour un hachis parmentier. Attention, c'est un plat qui demande 3 heures de cuisson, prenez donc votre élan. Le mieux, vraiment, je vous le conseille, c'est carrément de le faire la veille. Alors, il faut compter une petite demi-heure de préparation. Alors, pour ce pot-au-feu, il vous faut 1 kg de plat de côte, un bon kilo de macreuse, un jarret de veau, 2 os à moelle, 6 petits poireaux, 6 petits navets, 6 petites carottes. J'insiste sur les petits parce que c'est quand même meilleur quand c'est petit, à mon goût. Une demi-boule de céleri, un cœur de céleri branche, un fenouil, une tomate, un oignon, 2 clous de girofle, une gousse d'ail, un bouquet garni, du gros sel et du poivre en grains. Alors on y va pour la recette. Vous nettoyez les poireaux et vous les liez en bottes. Vous préparez tous vos légumes, c'est-à-dire que vous les épluchez, qu'ils soient prêts à la cuisson. Vous dégraissez le plat de côte, vous le mettez dans une grande marmite avec l'oignon piqué, des clous de girofle, l'ail pelé, le bouquet garni, une cuillère à soupe de gros sel et 6 grains de poivre. Vous couvrez d'eau et portez à ébullition en écumant régulièrement pour enlever les impuretés, puis vous laissez frémir tranquillement 1 heure. Au bout de ce temps, vous ajoutez la macreuse dans la marmite, puis 30 minutes à peu près plus tard, le jarret et tous les légumes. Vous poursuivez la cuisson à petit frémissement 1h30 en y ajoutant 40 minutes avant la fin les os à moelle placés dans des mousselines pour qu'ils ne se vident pas. Alors là, à ce moment-là, vous pouvez laisser oublier votre marmite, vous laissez au frais 1 nuit et vous allez voir, il va y avoir une couche de gras qui va se former, qui sera compacte, solide, et vous pourrez la retirer, ça ne sera que meilleur. Vous égouttez les viandes, filtrez le bouillon, ensuite vous disposez les viandes et les légumes sur un plat de service chaud et vous arrosez d'une louche de bouillon. Vous sortez la moelle des os, et là c'est le moment sublime, vous coupez la moelle, vous la mettez sur des petits morceaux de baguette toastée, vous parsemez de gros sel et vous servez en même temps que le pot-au-feu. C'est presque terminé. Moi, ce que je fais, c'est j'accompagne ce plat d'une vinaigrette tiède aux fines herbes avec un œuf dur grossièrement haché. Ce n'est que du bonheur. Vous servez avec un Beaujolais ou un Côte-du-Rhône style Saint-Joseph.
Saint-Joseph, pardon, et je vous assure, il ne pourra rien vous arriver de grave. Régalez-vous et à la semaine prochaine. Excellente idée, merci beaucoup Bruno. Pour ce plat tout de même européen qui tombe à pic, on revient tout de suite Partout on avec... mange du pot-au-feu. Merci, oui c'est ça, c'est vrai Bruno, c'est ce que je voulais dire, donc merci beaucoup. On revient tout de suite avec Michel Mangenot, car vous avez publié 2 livres récemment, un en 2016, Coordonner les affaires européennes, j'aimerais bien qu'on en parle, et puis en 2017, vous venez de publier le dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, donc là, je pense que c'est un guide pour connaître le bon fonctionnement européen. Ah bah le voilà, un livre à couverture bleue, aux éditions L'Arcier, où je suppose qu'on peut l'acquérir également sur Internet. Alors j'aimerais mieux qu'on rentre dans celui de 2016, Coordonner les affaires européennes. Expliquez-nous comment se fabrique la politique européenne finalement des États membres. Alors, ce qui est très frappant dans ce numéro de la revue française d'administration publique, la revue de l'ENA, c'est de voir comment les États membres décident. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent la présentation d'opposer Paris à Bruxelles, d'opposer Berlin à Bruxelles, Madrid à Bruxelles, Athènes à Bruxelles. Et en fait, ce qu'on constate quand on étudie très minutieusement, de façon très précise, les dispositifs institutionnels, c'est qu'en fait, tout ça est très imbriqué. Et donc, de ce point de vue-là, ce numéro essaye de réfléchir à la façon dont la France, par exemple, a mis en place un système très centralisé de détermination de ses positions pour défendre ses intérêts à Bruxelles. Mais ce qui est important à faire comprendre effectivement à nos auditeurs, c'est que de ce point de vue-là, il est très difficile de séparer Paris de Bruxelles. C'est-à-dire souvent on dit Bruxelles a décidé, ce qui en fait dans la réalité est impropre parce que Bruxelles ne peut pas décider seule. Et si Bruxelles a décidé, ça nécessite une négociation au Conseil. Et qui dit négociation au Conseil dit nécessairement information, position, délibération de la France. Donc en fait, quand Bruxelles a décidé, c'est toujours en lien avec les États membres et donc avec la France. Et c'est un peu ce que ce numéro essaye de faire dans une approche comparée et européenne. Et si vous me permettez, donc par rapport à cette approche, j'aimerais simplement signaler que ce dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, donc publié aux éditions L'Arcier à Bruxelles, est un ouvrage collectif que j'ai dirigé avec plusieurs collègues de Strasbourg. Et c'est un ouvrage qui permettra aux néophytes ou aux spécialistes de l'Europe d'essayer de faire le point des grands domaines du fonctionnement de l'Europe. C'est-à-dire, si vous voulez savoir comment fonctionne l'Europe, il y a d'ailleurs une entrée sur les valeurs, vous avez une entrée sur, par exemple, les pères de l'Europe, quels sont les pères fondateurs de l'Europe, vous avez une entrée sur le déficit démocratique, est-ce que l'Europe souffre d'un déficit démocratique ou non, et c'est un ouvrage collectif, donc avec une série de spécialistes, près de 50, qui ont essayé de répondre de façon synthétique dans une cinquantaine d'entrées sur les grandes dimensions, comment fonctionne l'Europe dans une approche, donc, comme son nom l'indique, encyclopédique. Merci beaucoup Michel Mangenot. Je vous propose de revenir une autre fois nous parler des nouveaux modes de gouvernance, parce que je pense que ça mérite 1 heure d'entretien avec vous. En attendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Notre émission se termine. On vous laisse en musique. Portez-vous bien en tout cas. Et puis à demain, bien sûr. En tout cas, à samedi. N'oubliez pas le colloque sur l'Europe. Inscrivez-vous sur le site de l'IRIS, c'est iris-france.org. On se quitte en musique avant l'arrivée d'Isabelle Durand et de son équipe. Bonne journée. Je pense que là, on est bon. Oui. Excellent même. Je sais pas si on est excellent, mais on doit être dans les temps, non ?